Vladimir Poutine, le président éternel de la Russie, amateur de broyeurs à viande et d'opérations militaires spéciales de 3 jours. On peut dire sans risque qu'il est le voisin le plus détesté, des pays baltes au Caucase. Sa vision de la diplomatie s'apparente à une invasion, mais avec plus de paperasse. Mais comment Moscou s'entend-elle réellement avec les pays voisins? Qui garde ses distances et qui se demande s'il sera le prochain sur la liste? Restez avec nous pour le découvrir. D'abord, allons dans l'extrême-orient russe. Voici la première étape de la tournée mondiale Ramener l'Empire, la Chine. Les deux pays partagent une frontière et une longue histoire compliquée. Si c'était un statut Facebook, c'est compliqué, avec parfois des tirs d'artillerie. En 1969, ils se sont livrés à une mini-guerre mondiale pour un bout de terre près de l'île d'Omansky et de Telekti. Rupture difficile. Ils ont attendu les années 2000 pour partager les meubles. Maintenant, tous sourient. Partenaires stratégiques sans limite. En d'autres termes, meilleurs amis pour toujours, avec avantage. Mais Poutine garde les choses officieuses. Une alliance officielle rendrait évident qui porte la culotte. Et ce n'est pas lui. Il doit sûrement envier la carte de Xi. La Chine a l'Himalaya comme forteresse naturelle, alors que la Russie doit se contenter de l'Oural, l'équivalent montagneux de dos d'âne. Pourtant, les inquiétudes de Poutine ne viennent pas de l'Est. Ces vrais problèmes portent des uniformes de l'OTAN, alors il va jouer la carte de la diplomatie avec Pékin pour l'instant. La Chine n'est pas l'ennemi, la Russie ne pourrait pas se permettre ce combat, donc la Chine ne pose pas de problème. Pas de guerre, pas de soucis, juste des dîners gênants avec Xi, mais regardez vers l'ouest et vous trouverez les voisins. Poutine perd vraiment le sommeil à cause du numéro 11, la Biélorussie. Cela paraît simple, mais il y a une raison à leur présence sur la liste. L'avion européen. Il va de la France jusqu'aux monts Oural, sur plus de 1200 miles de l'Arctique à la mer Caspienne. C'est un immense paillasson pour les armées en maraude. Suède, Napoléon, Allemagne. Ils ont enfoncé la porte 2 fois, à chaque fois. La Russie a été laissée fumante, comme une maison d'étudiants après une fête toute la nuit avec des armes. Les dirigeants de Moscou ont toujours voulu une chose, des zones tampons, un fossé fait d'autres pays, pour protéger le cœur occidental du pays, la version géopolitique de l'espace personnel. Et la Russie, c'est ce gars qui sursaute si tu penses t'asseoir trop près. Lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée en 1991, les frontières de la Russie se sont effondrées. La plaine était une invitation ouverte à tous les envahisseurs, la porte d'entrée vers le cœur de la Russie, où vivent 80% des Russes. Pour Poutine, l'Union soviétique est celle qui lui a échappé, et il continue de l'appeler, ivre, à 3h du matin. La Biélorussie était juste la relation de rebond, l'ami avec bénéfice à qui Poutine écrit « Tu es là » sur Telegram. Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 1994, quand l'internet par modem était à la pointe. Il a fait de la dictature une affaire familiale, et sa relation avec Moscou dépasse la politique. C'est presque spirituel, émotionnel, limite fin de fiction. Il traite la langue et la culture biélorusse comme un yaourt périmé dans le frigo. Ça existe, mais il vaut mieux l'ignorer. Dans les années 1990, quand la Russie de Boris Eltsine titubait comme un ours ivre lors d'un pique-nique, Loukachenko avait de grands rêves, vraiment grands. Loukachenko se voyait comme la prochaine grande vedette. Le dirigeant d'un tout nouvel État slave superpuissant, un État d'union, la Russie et la Biélorussie sous un seul gouvernement, une seule économie, un grand voyage nostalgique soviétique. Puis Vladimir Poutine est arrivé et a dit « C'est mignon, mais c'est moi le personnage principal de nos jours. La Biélorussie est indépendante de la même façon que ton petit frère est indépendant quand il emprunte ta voiture, ton essence, ton argent et ton mot de passe Netflix. La Russie garde littéralement les lumières allumées grâce au pétrole à prix réduit et à un soutien politique vital. Et quand Loukachenko a essayé de sortir son numéro « J'ai totalement gagné les élections », en 2020, le peuple n'y a pas cru. Les protestations ont explosé, le monde a ri, et Poutine a dû intervenir pour empêcher son acolyte régional préféré de se faire éjecter. La Biélorussie a survécu, permettant à la Russie de conserver son allié vers l'ouest, la Biélorussie, son voisin fidèle. C'est en gros l'Airbnb de Moscou pour les chars, et ça s'avère bien utile. Si la Biélorussie est le chien fidèle, alors l'Ukraine est l'esprit libre, celui qui se rebelle, ce qui nous amène au numéro 10. Moscou a tenu l'Ukraine en laisse pendant longtemps. Parfois un contrôle strict, parfois à travers un régime fantoche soi-disant indépendant, qui par hasard votait exactement comme le Kremlin le voulait. L'univers agit mystérieusement.
La Russie avait même un précieux droit d'usage partagé sur la mer Noire, la base navale de Sébastopol. C'était comme laisser sa brosse à dents chez un pote, mais sur le plan géopolitique. Puis est arrivée la fin de 2013 et Kiev a perdu son calme. Le président Yanukovych, le petit protégé de Moscou, a décidé d'ignorer l'Union européenne. Au lieu de cela, il s'est réfugié dans les bras chaleureux de la Russie. Les Ukrainiens n'étaient pas contents. Place aux manifestations de masse. Yanukovych faisait ses valises pour un aller simple vers l'exil. Ensuite, les petits hommes verts sont arrivés en Crimée et dans le Donbass, invités indésirables venus avec des chars plutôt que des nachos. Poutine l'a pris personnellement. Selon lui, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine formaient une grande famille, sans le bonheur ni l'esprit de famille. 4 ans après, elle contrôle à peine un 1/5 de l'Ukraine, avec plus d'1 million de victimes. Les sanctions se sont accumulées comme des poupées russes. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Ça dépend à qui vous posez la question. La plupart des gens diront niet. L'Ukraine était censée être facile, ça ne l'a pas été. Et au nord, ça ne fait qu'empirer. Numéro 9. La Finlande et la Norvège. L'OTAN est le croque-mitaine de Poutine? Le monstre qui se cache sous le lit? En réalité, c'est seulement une surveillance de quartier améliorée avec un meilleur équipement. Fondée sur une règle. Attaquer l'un, c'est attaquer tous. Le mot-clé. Attaque. Il n'y a pas de clause de conquête dans les petites lignes, pas de clause de domination mondiale cachée dans l'article 5. Un membre serait écarté aussi vite qu'un oligarque regardant par la fenêtre du 5e étage. Ah, et si vous aimez ces analyses de cartes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule façon d'aller en Russie sans que le département d'État ne m'envoie un email. Donc, après l'effondrement soviétique, l'Europe de l'Est ne s'est pas précipitée vers l'Alliance. Elle s'est éloignée de Moscou, puis la Finlande, le voisin discret, est arrivée, avec la tronçonneuse cachée dans son dos. En 2023, elle a rejoint l'OTAN, la frontière de l'Alliance avec la Russie. Du jour au lendemain, elle a doublé, ajoutant 1300 km de problèmes. Mais ce n'est pas le terrain que veut Vladimir Poutine. La Finlande est un cauchemar glacé. Des forêts, des lacs, des moustiques gros comme des drones. Un paysage qui engloutit les armées comme des glaces pilées. Moscou est déjà passé par là, pendant la guerre d'hiver. En 1939, la ligne Mannerheim en Finlande a écrasé les divisions soviétiques comme une chasse-neige sur des touristes. Bien sûr, les soviétiques ont gagné quelques kilomètres, mais ils ont aussi eu 4 fois plus de pertes. Ce n'est pas une victoire, c'est Darwin à l'appel, et la Finlande est encore plus coriace. Désormais, chaque homme entre 18 et 60 ans peut être mobilisé. Tout le pays est en gros une milice, avec des parkas. L'armée est parfaitement à l'aise pour combattre dans un temps où le métal hurle et où le diesel gèle. Les doigts collent au fusil, et les Finlandais haussent simplement les épaules en disant « Eh, c'est mardi ». Si la Russie réessayait, ce serait une suite du même scénario, sans fin différente. Plus d'OTAN, rien à gagner en Finlande, seulement des engelures et de mauvais gros titres. Encore un coup de maître stratégique qui se termine en désastre. Même Poutine le sait, il est peut-être impitoyable, mais il n'est pas stupide. La Finlande, c'est là où l'ambition meurt d'hypothermie. Donc la Finlande est hors de question. Trop froide, trop coûteuse, trop armée jusqu'aux dents. Mais plus au sud, c'est différent. Numéro 8, Estonie, Lettonie, Lituanie. Quand les États baltes ont rejoint l'OTAN en 2004, cela a provoqué des crises de panique à Moscou. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie étaient sous contrôle ou influence russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce n'étaient pas seulement des provinces éloignées, mais aussi des propriétés en bord de la mer Baltique, des biens immobiliers impériaux de premier choix. Aujourd'hui, environ 2500 navires traversent ces eaux chaque jour, soit 15% du commerce mondial. Ce n'est pas juste une mer, c'est un tapis roulant à argent. L'Union soviétique nageait dans l'argent, puis l'effondrement est arrivé. La Russie a presque tout perdu, sauf Kaliningrad, un avant-poste militaire isolé coincé entre la Pologne et la Lituanie. Le reste a disparu. Les États baltes ont fait leurs valises et ont rejoint l'équipe de l'OTAN. Pour Poutine, ce n'est pas qu'une défaite, mais une humiliation. Certes, les pays baltes sont petits. L'Estonie compte environ 7700 soldats actifs. La Lettonie, 17 000 la Lituanie, la force du trio, 23 000. Même avec les réservistes, ils restent à peine plus intimidants qu'un email ferme. Dans une guerre conventionnelle, la Russie pourrait les écraser, ce qui explique exactement pourquoi ils ont rejoint l'OTAN aussi vite qu'ils ont pu. La Russie n'était pas prête à agir avant 2004. Maintenant, c'est l'article 5 qui les protège d'une nouvelle tournée de libération. La vraie question est désormais si l'Occident viendrait vraiment,
malgré tous ces discours sur l'unité. Les pays baltes n'offrent pas grand-chose aux États-Unis ou à l'Europe de l'Ouest, à part une panique morale et de mauvais gros titres. Mais pour la Russie, une attaque éclair là-bas porterait un coup direct à la crédibilité de l'OTAN. Si la Troisième Guerre mondiale commençait intentionnellement, ce ne serait sans doute pas à cause des armes nucléaires ou de l'Ukraine, mais ici, froid, plat, oubliable, 3 petits pays qui pourraient mettre le feu au monde. Mais il y a un autre endroit, pas très loin, où la Troisième Guerre mondiale pourrait commencer complètement par accident. Encore une fois, numéro 7, la Pologne. Kaliningrad est un vestige de la Seconde Guerre mondiale, minuscule mais costaud comme un gars de la salle de sport. Tout le monde évite ces 15 000 km² de surcompensation, où 200 000 soldats et certains des meilleurs jouets de la Russie traînent ici. Des armes nucléaires tactiques, oui, personne ne sait combien exactement, juste assez pour gâcher les données de tout le monde. C'est une arme chargée pointée sur la Lituanie et la Pologne, et Varsovie le sait. C'est pourquoi elle consacre près de 5% de son produit intérieur brut à la défense. C'est plus que tout autre membre de l'OTAN. L'histoire de la Pologne avec la Russie est longue, sombre et marquée par la violence. De plus, elle partage une frontière avec l'un des points faibles de l'OTAN, le corridor de Suwałki, 110 km de géographie difficile. Kaliningrad à l'ouest, Biélorussie à l'est, la jugulaire exposée européenne. Si on le serre, on coupe les pays baltes du reste de l'OTAN. Grâce à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, cela ne serait pas une catastrophe. Les pays baltes pourraient être ravitaillés par la mer, mais ce serait un vrai casse-tête. La Pologne risquerait d'être attaquée des 2 côtés. Pas surprenant que Varsovie se soit déjà repliée. Elle avait déjà fermé ses frontières avant l'Ukraine. En 2024 est apparu le bouclier de l'Est. 400 km de bunkers, tranchées et caméras à intelligence artificielle surveillant tout mouvement, une Maginot du 21e siècle. Sauf que celle-ci fonctionne réellement. La Pologne, longtemps convoitée pour sa plaine européenne ouverte et malchanceuse, n'est plus dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, c'est le voisin qui a profité de la pandémie pour se renforcer. Poutine rêve peut-être de pousser vers l'ouest, mais même lui sait qu'il vaut mieux ne pas provoquer la Pologne. C'est le seul gars du quartier qui s'entraîne pour cette revanche depuis 1939. Tant pis pour l'Occident, trop armé, trop près, trop polonais. Les vraies actions se passent plus au sud. Numéro 6, Azerbaïdjan. Jetons un œil à la brèche de Volgograd. C'est une étroite bande de terre entre la mer d'Azov et la mer Caspienne. C'est le couloir étroit qui relie la maison européenne de la Russie à son sous-sol du sud. L'Allemagne l'a ciblé lors des 2 guerres mondiales, pas seulement pour le pétrole. Contrôler ce lieu, c'est détenir la porte sud de la Russie. Si vous le perdez, vous perdez l'accès à Rostov-sur-le-Don et à la Crimée. La seule autre route, c'est un joli détour à travers l'Ukraine occupée. Ce n'est sur la liste de souhaits de personne. 2 voisins la partagent, une relation est fluide, l'autre tendue. L'Azerbaïdjan, c'est le facile. C'est une mini-Russie avec un meilleur climat et moins de manifestations. Pas de débat, ni d'élections, rien de notable. Les journalistes disparaissent entre 2 actualités. L'OTAN reste indifférente, et le commerce poursuit. Du pétrole, du gaz, et de temps en temps, une séance photo avec un homme fort. Seul problème, la région du Haut-Karabakh, située en Azerbaïdjan, est revendiquée par l'Arménie. La Russie devait soutenir l'Arménie, mais ces soldats de la paix sont restés passifs lorsque l'Azerbaïdjan a repris la région. Moscou a à peine réagi. On ne gâche pas une bromance, surtout après un accord signé. 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine. Coopération militaire, coordination diplomatique, copinage et stylos assortis pour Moscou. Parfait. L'Europe cherche des sources d'énergie autres que la Russie. L'Azerbaïdjan aurait pu être un remplaçant. Maintenant, ce n'est plus qu'une autre rallonge branchée au Kremlin. Poutine a troqué l'Arménie contre un autocrate fidèle, utile pour sécuriser son flanc sud et sa future frontière. Beaucoup moins amical et certainement pas aussi prévisible pour la Russie. L'Azerbaïdjan est devenu l'un des meilleurs voisins pour la Russie, simplement en écartant l'Arménie. Mais il y a un endroit bien plus problématique juste à côté. Numéro 5. La Géorgie paraît secondaire aujourd'hui, mais à la fin des années 2000, elle donnait des sueurs froides à Poutine, comme après un cauchemar. L'OTAN venait de s'installer à côté. En 2008, la Géorgie et l'Ukraine semblaient prêtes à rejoindre l'Alliance. Quelle serait la réponse de Poutine ? En plein après-midi, les troupes russes sont intervenues, ont divisé la Géorgie et se sont emparées de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. L'OTAN exclut les membres, avec des litiges frontaliers, stoppant ainsi les ambitions de la Géorgie. Les 2 régions restent sous contrôle russe. Roubles, passeports,
Indicatif téléphonique de Moscou. Environ 20% du territoire géorgien a disparu, comme perdre un cinquième de ta maison et devoir payer un loyer dessus. Les troupes russes entraînent abus, arrestations, tortures, pillages, familles enfermées. Toujours le même scénario, juste plus bruyant. Une petite occupation ici, quelques sanctions là. C'est la version moscovite d'un programme de récompense. Mais il y a des endroits plus tentants, en Asie centrale. Numéro 4, Kazakhstan. Après l'effondrement de l'Union soviétique, un seul pays partageait encore une frontière avec la Russie, le Kazakhstan, le 9e plus grand pays du monde. Plus de 7500 km de frontières communes, soit plus que le rayon de la Terre. Si les frontières étaient une fierté, ces deux seraient en relation toxique. Heureusement pour Moscou, la frontière est surtout vide, faite de steppes plates, venteuses, et presque aussi défendable qu'un parking. On peut voir les ennuis arriver à des kilomètres, littéralement. Mais la Russie n'est jamais vraiment partie. 80% du pétrole exporté transite par des oléoducs russes. Moscou détient aussi un quart de son uranium. Rien ne dit confiance comme confier ses armes nucléaires à son voisin. Qui a des problèmes de colère? Astana évoque la diversification et des liens avec la Chine ou l'Occident. Mais les chiffres disent autre chose. Le commerce avec la Russie a atteint des records en 2022 et 2023. Sortir de l'ancien empire reste à faire. La faiblesse du Kazakhstan n'est pas seulement économique, elle est aussi culturelle. Environ 15% de sa population est d'origine russe, principalement dans le nord. Le russe n'est pas seulement courant, il est officiel. Plus de 80% des citoyens le parlent, davantage que ceux qui parlent le kazakh au quotidien. C'est comme diriger son propre pays avec l'accent de quelqu'un d'autre. Le gouvernement a essayé de réagir. Ils ont adopté l'alphabet latin et en 2017, le russe a été interdit aux réunions gouvernementales. Mais l'influence est profonde, elle remonte à des siècles. On ne peut pas effacer Moscou aussi facilement. Présent dans les claviers, salles de classe, playlists, l'empire est tombé mais son correcteur orthographique reste actif. Pour Poutine, le Kazakhstan n'est pas vraiment étranger, mais un dossier perdu des archives soviétiques, une partie de la Russie historique. Même tiroir que l'Ukraine et la Biélorussie, il l'affirme. Ce ne sont pas des pays séparés, juste des frontières mal placées, hein. C'est de la paperasse. Chez Poutine, langue rime avec loyauté et héritage avec propriété. Selon cette logique, le Kazakhstan est déjà à moitié rentré à la maison. Jusqu'ici, le Kazakhstan a esquivé une opération spéciale en souriant poliment et en évitant le regard. Mais si jamais il penchait vers l'ouest, le scénario est prêt. Protéger les russophones, réunir la famille. C'est la même histoire qu'en Ukraine. Elle attend juste un redémarrage dans la steppe. Et juste au-delà, la terre qui a autrefois brisé la Russie numéro 3, la Mongolie. La frontière de la Russie avec la Mongolie. S'étend sur près de 3500 km, soit presque la distance de Londres au Caire. Juste une steppe sans fin, le genre de paysage qui donne des flashbacks aux généraux russes. Vous pouvez remercier Gengis Khan pour cela, ainsi que ses hordes mongoles surdouées. Ils ont surgi de ces plaines en rugissant et ont écrasé la Russie médiévale. Elle tremble encore en entendant des sabots. Les Mongols n'ont pas seulement conquis la Russie, ils l'ont mise au coin pendant 200 ans. Aujourd'hui, les peurs se sont tournées vers l'ouest. La Russie ne craint plus les cavaliers. Les relations avec la Mongolie sont calmes, elles doivent l'être. Enclavées entre la Russie et la Chine, deux superpuissances au passé conflictuel, la Mongolie mise sur la diplomatie et équilibre habilement ses relations avec chacune. En septembre 2025, elle a participé à des exercices conjoints avec la Russie et la Chine à la frontière. C'était la version diplomatique de s'asseoir entre deux ex et de faire semblant que tout va bien. Quand même, la Mongolie peut respirer tranquillement. C'est petit, c'est vide, il n'y a rien là-bas. Moscou ne veut jamais faire partie de l'Empire russe, jamais être avalé par l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il y a peu de Russes, et encore moins de Chinois. La géographie joue enfin en défense, mais juste au-delà de la Mongolie, c'est une autre histoire. Un voisin qui reflète l'avenir même de la Russie. En déclin, isolé et hanté par le passé. Numéro 2. La Corée du Nord. Environ 12 000 soldats nord-coréens ont combattu pour la guerre de la Russie en Ukraine, mais pas en Ukraine. Apparemment, même Kim Jong-un a ses limites. Selon la British Broadcasting Corporation, environ 50 000 autres nord-coréens ont été envoyés en Russie comme ouvriers, travaillant dans des conditions proches de l'esclavage. Main-d'œuvre gratuite pour l'économie de guerre, externalisation à la Pyongyang, des millions de Russes au front, sans salaire, plainte ni inflation. Poutine obtient de la main-d'œuvre,
Kim marque des points. C'est le programme de stage le plus déprimant du monde, et Kim a été généreux avec plus que de la main-d'œuvre. La Corée du Nord envoie des roquettes. La Russie épuise ses munitions plus vite que les tendances sur TikTok. La qualité, hein, disons rétro. La moitié des obus explosent à l'impact, l'autre attend. Leur frontière commune, seulement 18 km sur la rivière Tumen, s'anime soudainement malgré sa petite taille. En mai, ils ont annoncé leur premier pont, un passage à 10 voies, pour 300 véhicules et 3000 personnes par jour. Un nouveau bracelet d'amitié en béton, mais Vladimir Poutine ne l'aura pas gratuitement. En échange, Kim a obtenu un pacte de défense mutuelle, des piles d'argent russe et probablement une technologie de satellites espions pour son programme spatial défaillant. Une bonne affaire, sauf pour les violations des droits de l'homme. Poutine est passé de superpuissance à petit business, dirigeant un pays incapable de garder ses lumières allumées. Mais voici le rebondissement. La frontière la plus intéressante de la Russie ne se trouve ni en Europe ni en Asie. Numéro 1. La frontière cachée de la Russie. Combien de pays les États-Unis partagent-ils une frontière ? 2. Non. Faux. 5. 3 sont maritimes, et l'un d'eux est la Russie. Un passage étroit entre les îles Diomède Grande et Petite, où demain et hier se font face de chaque côté de la ligne de changement de date. Début. 2024, Poutine a signé l'une de ses lois les plus étranges, même selon les normes du Kremlin. Elle exigeait des responsables de récupérer et protéger les biens autrefois détenus par l'Empire russe, ou l'armée de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les blogueurs n'ont pas manqué l'allusion. Peut-être était-il temps de reprendre l'Alaska. Vladimir Poutine ne l'avoue pas, mais l'Arctique est sa nouvelle obsession. Il en parle comme un homme qui observe son ex à la jumelle. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes et l'accès à des ressources comme le pétrole et les minéraux. Une ruée vers l'or gelé s'annonce. Un problème, les États-Unis. Les navires et bombardiers russes patrouillent déjà à proximité. Il y a eu 9 interceptions américaines entre janvier et septembre 2025. C'est la preuve, dans l'esprit de Poutine, que l'Alaska est encore un peu russe, juste égaré. Mais l'Alaska n'est pas sans défense. 9 bases américaines remplies de F-22 et de F-35 sont prêtes. Ce n'est pas le meilleur quartier pour une revanche. Il est peut-être temps que Poutine cesse de regarder chez les autres et examine son propre jardin. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci, à la prochaine sur MadPack, ça change vraiment tout.